Bonjour Provence and You, je m'appelle Clara Mollet, je suis l'auteure des Règles du jeu, le podcast et le livre, et la créatrice du podcast Le Start. Alors en fait, les règles du jeu, avant d'être un livre, c'était donc un podcast, une série de podcasts en 10 épisodes, qui en fait traite un peu de la vie au travail. C'est un petit peu, j'ai compilé dans ce podcast tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer à travailler. Ce qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps en tant que femme au travail et que j'ai finalement appris au gré de mes expériences. Moi j'ai commencé à travailler dans un milieu très masculin et donc j'ai appris un petit peu par la force des choses un certain nombre de règles du jeu qui m'ont permis ensuite d'apprendre à bien naviguer mon quotidien au travail. Mais c'est vrai qu'en fait, après un certain nombre d'années d'expérience, je me suis dit que ces choses-là étaient finalement assez simples, à la fois à comprendre et à mettre en place, et que j'aurais bien aimé qu'on me les dise, qu'on m'en fasse part un peu plus tôt. Ça m'aurait fait gagner du temps, de l'énergie, etc. Donc c'est un petit peu ça l'origine du projet. Et donc c'est devenu un podcast, et dans la foulée, en fait très rapidement après, une maison d'édition a été, a pris le relais, a apprécié le podcast et a souhaité qu'on en fasse un livre. Eh bien, c'est un petit peu ce contresens qu'on fait un peu toutes et tous à certains moments de notre vie professionnelle, qui consiste en fait à appliquer au monde du travail ce qui nous a permis de réussir à l'école. Et en réalité, on s'aperçoit que le monde du travail ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est un monde qui obéit à ses règles propres. Et se comporter quelque part comme une bonne élève. Alors ce qui est un petit peu désarçonnant dans cette expression, c'est que tout à coup, quand on le met dans un cadre professionnel, l'expression bon élève prend une connotation négative. Ce qui en dit long d'ailleurs sur la méprise que ça représente. Mais en résumé, ça veut simplement dire que être une bonne élève, c'est s'en remettre un petit peu à ce qu'on nous demande de faire, nous limiter à cela, être dans une relation très verticale et un petit peu passive vis-à-vis de notre hiérarchie, vis-à-vis de notre entreprise, et placer quelque part l'intérêt de la structure de l'entreprise, de notre hiérarchie avant le nôtre, sans jamais vraiment nous poser la question de savoir pourquoi on est là. En fait, ces trois éléments, un peu caricaturaux, isolés, mais en fait qui bien souvent se retrouvent dans nos comportements quotidiens à faible dose, mais qui en fait cumulés créent une attitude qui peut parfois se retourner contre nous-mêmes. Et en fait, ça a été, en tout cas pour ma part, la surprise, vraiment le choc un peu du début de ma vie professionnelle, de me rendre compte que je pouvais moi-même au travail être ma propre ennemie. Il faut comprendre une chose, il y a un paradoxe avec ce syndrome, que ce soit d'ailleurs le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait c'est des syndromes qu'on connaît par cœur depuis très longtemps. Ils sont nommés depuis les années 70, identifiés, il y a des centaines et des centaines de sociologues qui ont travaillé sur ces concepts pour les éclairer, pour que les femmes s'en emparent, et ça a tellement bien fonctionné que l'immense majorité d'entre nous savons de quoi il s'agit, et on les a même tellement bien identifiés qu'on arrive parfois à les identifier en temps réel, quand on est victime du syndrome de l'imposteur à l'école non, au travail, etc. Et pourtant, il perdure. Et en fait, le premier pas pour comprendre ça, moi ça c'est un paradoxe qui m'a beaucoup taraudé, parce qu'en fait en réalité, souvent, quand on met le doigt sur quelque chose, c'est le premier pas vers la guérison, entre guillemets, vers en tout cas le fait de s'en débarrasser ou de se distancier par rapport à ces syndromes. Et là, ça ne fonctionne pas. Et en fait, la réponse à ce paradoxe, elle est très simple, c'est que finalement, quand on est une femme, s'affirmer, dire je veux plus d'argent, je vaux, je veux telle opportunité, ou alors au contrario dire non, ça je ne suis pas d'accord avec ça, mettre des limites, ce qui revient en fait à dire je, c'est toujours une transgression. Ça revient toujours à désobéir à quelqu'un quelque part, à l'image de ce que devrait être une femme idéale, à ce qu'on a nous-mêmes absorbé comme étant notre place dans la société. Alors c'est des questions qui peuvent remonter à l'enfance, à l'éducation, à l'inconscient collectif, etc., qui sont donc éminemment complexes, mais qui font qu'au final, quand il s'agit de s'affirmer dans un contexte professionnel, on a du mal à le faire, parce qu'on sent de manière plus ou moins consciente, au fond de nous, que ça va nous être reproché, qu'il y a un coût à payer à faire ce pas et à transgresser. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu long, mais cette transgression, elle est prouvée scientifiquement. Tout ce qu'on appelle les biais de genre,
qui sont des biais qui sont absolument... il y a des centaines d'études là-dessus qui prouvent que, par exemple, une même attitude assertive venant d'un homme et venant d'une femme sera perçue positivement si c'est un homme, négativement si c'est une femme. Un homme un petit peu assertif, un peu même autoritaire, il sera perçu comme un leader charismatique, comme quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Une femme qui aura exactement la même attitude, elle sera perçue comme certes quelqu'un de compétent, mais enfin quelqu'un de pas très sympathique, avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, un peu une emmerdeuse, etc. Ça, c'est des biais de genre qui prouvent en fait qu'une attitude d'assertivité, de défense de ses intérêts, de défense de ses opinions, de mise en avant de soi-même dans un contexte professionnel est mal perçue venant d'une femme. Il y a un prix à payer à s'affirmer quand on est une femme. Et cette transgression-là, elle est difficile à assumer. C'est dur d'accepter de faire ce pas-là, c'est dur de se dire j'accepte de prendre le risque d'être éventuellement rejeté par le groupe, de recevoir un refus de la part de ma hiérarchie, d'être peut-être disqualifié sur un certain nombre de choses. On ne sait pas tellement de quel risque on parle, mais enfin on n'a pas envie de le prendre. Et en fait, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que d'abord c'est normal. C'est-à-dire que personne n'a dit que c'était simple de se défaire de ces syndromes, mais que finalement, quand on prend 2 minutes de recul, on s'aperçoit que le plus grand risque de tous, c'est de ne pas y aller du tout. Première chose, c'est il faut quand même se rappeler que l'histoire des femmes et de l'argent en France, elle est extrêmement récente. La date que tout le monde a en tête, 1965, le droit d'avoir un compte bancaire pour les femmes sans l'autorisation de leur père ou de leur mari. Donc ça, c'est quand même extrêmement récent. Nos grands-mères, pour celles qui sont de ma génération, ont connu cette chose-là. Donc c'est vraiment quand même très très récent. Donc c'est aussi normal que les choses prennent un peu de temps. Quelque part, c'est très bon signe qu'on s'empare de ce thème aujourd'hui, puis ça montre aussi notre impatience et le fait que la prise de conscience est plus rapide que les faits. Mais c'est déjà, moi je trouve, un signe extrêmement positif. Et puis, les autres éléments qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que pendant très longtemps, la division en fait, des tâches sociales dans la société, c'était aux hommes les affaires, aux femmes la domesticité. Quand on regarde par exemple les grandes figures historiques qui reviennent toujours sur les femmes fortes, etc., c'est des femmes qui bien souvent exerçaient leur puissance au sein de la sphère domestique, dans leur maison, donc c'était des femmes qui agissaient dans l'ombre. Donc ça c'est une première chose. Or, utiliser son argent, investir son argent, c'est quoi ? C'est prendre son pouvoir, vraiment sa place dans le monde. C'est dire, je prends mon argent et je décide de le mettre au service de telle cause, au service de telle entreprise. Donc il y a un acte quand même assez radical de prise de pouvoir. Et puis il y a ensuite encore une autre dimension qui est que la femme, bien souvent, encore dans cette espèce de figure féminine qui appartient à nos inconscients collectifs à tous, c'est le don. Une femme donne la vie, une femme donne de son temps, une femme donne de son énergie au service de l'autre. Bien souvent, une femme qui fait passer son intérêt propre avant l'intérêt du groupe, on en revient à ces biais de genre, est perçue négativement. Et l'argent, quand on pense négociation salariale, optimisation de ses gains, investissement, on est à l'opposé de cette logique de don. Là, tout à coup, les femmes reprennent la main sur ces idées-là et décident en fait de placer leur intérêt, j'allais dire au sens premier, leur intérêt financier, avant l'intérêt du groupe, l'intérêt de... Voilà, elle pense à elle d'abord. Et là, on retombe sur l'idée de transgression qui est énorme, et c'est pour ça que l'argent et les femmes, selon moi, il y a des tas d'autres éléments, mais en tout cas, pour moi, c'est les 3 plus fondamentaux. On est dans la transgression maximale, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que plus qu'aucun autre sujet, les femmes s'interdisent aussi d'y aller. Commençons tôt, le plus tôt est le mieux, bien sûr. Comprendre qu'en fait, investir, c'est faire travailler son argent pour soi. Donc c'est la fameuse magie des intérêts composés, en fait, et donc se créer des sources de revenus alternatives qui ne sont pas forcément celles de notre activité financière, notre activité professionnelle principale, pardon. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, si on n'a pas commencé tôt, c'est pas grave. Se rappeler qu'on peut commencer à n'importe quel moment, on peut commencer avec peu, ça n'est pas une affaire de riche, et comprendre aussi quelque chose de fondamental qui est qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel de l'investissement pour investir. Souvent, alors il y a une dimension qui est fondamentale dans la vie des femmes aujourd'hui, c'est le temps. La ressource dont on manque le plus, c'est le temps. Quand on travaille, quand on a une famille, etc., tout le monde sait ici que notre temps est compté, la logistique c'est le maître mot. Et en fait, quand on envisage l'investissement comme quelque part une discipline supplémentaire dans laquelle il faut s'investir avant de pouvoir se jeter à l'eau, comme l'apprentissage d'une langue,
ça paraît insurmontable. En fait, l'investissement, c'est pas ça du tout. C'est d'ailleurs ce que je détaille dans le Starter Pack, c'est quel est le raisonnement à avoir pour commencer à investir. Et en fait, le maître mot, c'est plutôt se poser la question de la finalité de notre argent, de quoi j'ai envie, à quel horizon, quel risque j'ai envie de prendre avec cet argent. Et la réponse peut être différente en fonction des placements. Si c'est par exemple un placement à très long terme pour un projet qui ne concerne que nous, ça peut être plus risqué. Si c'est un projet à moyen terme pour, je sais pas, les études des enfants, quelque chose dont vous avez vraiment envie de sécuriser, c'est des profils moins risqués. Donc pour ça, en fait, vous pouvez adapter vos investissements à vos projets de vie. Et à partir du moment où vous avez identifié vos projets de vie, là, vous faire accompagner par des professionnels. Mais à aucun moment, investir son argent signifie se substituer aux professionnels. Et d'ailleurs, je suis très heureuse qu'on soit à la BNP aujourd'hui parce que je pense que les institutions financières ont un rôle mais fondamental à jouer dans le fait de permettre aux femmes de regagner en confiance. Il y a une défiance en fait. On a le sentiment parfois, quand on parle à certains conseillers, qui nous vendent un peu la même soupe qu'à la précédente ou qu'à la suivante, et surtout qu'ils essaient de nous refourguer un package un peu tout fait, sans vraiment prendre en compte nos besoins. Et il y a des offres un peu alternatives qui émergent et qui sont peut-être plus lisibles. Et je pense que les institutions financières traditionnelles, qui ont encore quand même des marques de confiance très très fortes, ont un boulevard pour essayer de créer ce dialogue en fait avec leurs clientes et peut-être changer la manière de communiquer avec elles. Idéalement, en commençant tôt, dès qu'on gagne un peu d'argent, on peut investir. Après, il suffit de s'y mettre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas commencé toute jeune dès vos premiers salaires, c'est pas grave. Le bon jour est maintenant et aujourd'hui vaut mieux que demain. À toutes les femmes, alors vraiment le Starter Pack, le but du jeu, c'est justement de réconcilier les femmes avec la notion d'investissement. C'est de balayer les tabous, de s'assurer qu'en fait, il n'y a que 6 épisodes. Au terme de ces 6 épisodes, le but du jeu, c'est que les personnes qui écoutent soient rassurées et compris de quoi il s'agissait. Alors évidemment, j'aborde quelques concepts de base, mais de manière extrêmement simple pour que c'est sans jargon, c'est sans complexité. Moi, j'ai rien à vendre. Donc c'est vraiment de mettre à plat les bases de l'investissement pour qu'au terme de ces 6 épisodes, on se sente suffisamment confiante et surtout, j'espère, de donner envie. Que les femmes se disent « Ah ouais, en fait, ça a l'air... » Parce qu'il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est que avant toute chose, c'est quand même vachement intéressant d'investir. C'est quand même quelque chose qui procure une satisfaction. Il y a quand même de la joie là-dedans. Il faut aller la chercher. Donc c'est pour casser le côté anxiogène aussi de l'investissement. C'est pour vraiment faire tomber ces barrières-là et que ce ne soit plus une espèce de terrain, une espèce de jungle un peu effrayante, un peu sombre dont on n'ose pas s'approcher et en faire au contraire quelque chose dont on a envie de s'emparer. Parce que, évidemment, pour toutes les raisons un peu rationnelles que j'ai évoquées, mais aussi parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire en fait à investir son argent. Maxime Carmignac, qui travaille donc pour la Fondation Carmignac, le Family Office, un fonds d'investissement, donc c'est le professionnel de l'investissement qui parle exceptionnellement bien de l'investissement, qui le vulgarise très bien et qui donne très envie d'investir.